Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hello World. Alors je suis encore un peu en vrac sur mon setup, hein, j'ai beaucoup de choses un peu partout, mais ça s'améliore, au fur et à mesure. Salut Pascal M, salut Toufik, salut J Courtois, salut Lord d'Arsurion, mais vous êtes hyper nombreux aujourd'hui. C'est quoi anniversaire d'abonnement? C'est quand tu fais la teuf dans la chat room pour dire que ça fait plusieurs fois que tu t'abonnes, que tu fais des subs à la chaîne. Oh, Floss, t'as failli rater le début, c'est pas bien. Salut, ça va Pascal M. Aujourd'hui, Raglink est pas dispo et si vous voulez, si l'un d'entre vous est isolé au niveau son et souhaite intervenir, veut venir discuter d'un peu de tout, hein, de code ou autre chose, n'hésitez pas à venir dans le Discord. Vous venez sur le channel, attente, et je vous basculerai dans le stream, dans le channel du stream. Du coup, ouais, alors désolé, je regarde un peu partout parce que la webcam est là, le PC qui stream est là, le nouveau MacBook Pro tout neuf est là, le deuxième écran est là, donc je vais trouver ma place, je vais trouver tout ce qu'il faut, ne vous en faites pas. Alors, où est-ce qu'on en était la semaine dernière? Un 16 pouces, ouais. Tout à fait. Un 16 pouces i9 avec 1 Tera de disque, avec 32 Go de RAM. Ce qu'il faut, quoi. Alors, où est-ce qu'on en était la semaine dernière? Je vais y arriver. La semaine dernière, on en était là, à savoir que on avait tenté de faire un upgrade automatique et que ça avait planté. Donc, comme je suis un mec sympa et que c'était chiant et long à faire, j'ai fait l'upgrade manuel hier pour pas vous le faire aujourd'hui parce que c'est vraiment relou. C'est relou. Donc juste pour mémoire, hein, un upgrade de React Native, ça peut être un peu violent. Donc si jamais je vais dans mes commits, par exemple, je regarde le commit d'hier, le premier, voilà, manually upgrade to RN 0.63.2. Donc 22 fichiers, 1058 lignes ajoutées, 744 supprimées. Donc voilà, il y a du monde. Comme vous pouvez le voir, il y a du monde, il y avait pas mal de choses à faire, notamment parce que on passait de la 0.61 à la 0.63. Entre les deux, bien sûr, il y a la 0.62 qui a ajouté le support de Flipper, qui est un nouveau runtime pour React Native, et qui du coup nécessitait pas mal d'huile de coude et de choses à faire, quoi. Mais toujours est-il que là, voyez par vous-même, mon appli fonctionne. Elle tourne plutôt bien dans mon simu, même si j'ai les doigts crochus et que je n'arrive pas à cliquer où il faut. Ça marche. Et ça, c'est cool. Je suis sur Electronic Evo des deux côtés. Semaine dernière, j'ai pas mal discuté avec Raglink hors caméra, entre guillemets. Et il m'a demandé parce que lui vient de faire une formation de reconversion en tant que développeur et il a notamment appris à faire du React et du React Native. Et donc il m'a demandé de le challenger un peu et je lui ai dit de soumettre une pull request. Alors ça c'est les pull requests des dépendances, c'est les pull requests automatiques de GitHub. Donc de me soumettre une pull request pour ajouter tout simplement les fiches des streamers. Je vous rappelle juste que quand on va sur la page d'une émission, on a bien les têtes des streamers, mais on peut cliquer autant qu'on veut dessus, ça ne change rien. Donc je lui ai dit, ce serait pas mal que quand on clique sur la tête d'un streamer... alors attendez, 3 secondes, je reviens. Amazon, bonjour. Non, pas de l'iPhone 12. L'iPhone 12, a priori... Ouais, Toufik, il a fait le réacteur, tout à fait. L'iPhone 12, on sait même pas s'il sera annoncé ce soir. On verra.
Bonjour Nico Poppy, merci pour ton Prime, 52e mois. Waouh. Ouais, les livraisons en plein live. On choisit pas forcément hein, le moment où le livreur va passer. Donc je redis, je, je raccroche les vallons. On a donc la tête des petits streamers. Le but, c'est quand on clique sur une tête de streamer, que ça ouvre une nouvelle page. Donc de la même façon que là, quand on est sur l'accueil, quand on clique sur Bits, ça ouvre une page qui nous donne, qui nous montre les détails de l'émission. Et ben il faudrait cliquer sur la tête d'un streamer et ça nous donnerait les détails du profil du streamer. Avec un max d'informations issues du site de Nelliger, ce fameux site studiorenegade.fr sur lequel il y a toutes les infos à propos du studio. Donc, juste pour rappel, hein, une fiche de streamer, qui est-ce qui a une fiche de streamer? Cédric, il doit avoir une fiche de streamer bien, bien balèze. Alors donc il y a un petit peu, il y a un petit texte descriptif, les émissions auxquelles il participe, son Pokémon Go, son Uplay, tout ça, Twitter, Instagram, etc. La config de son stream, enfin sa config de stream plutôt, ses préférences en matière de smartphone, watch, etc. Et au niveau culture. Donc tout ça, alors je crois que les préférences et les œuvres culturelles ne sont pas encore dispo dans les données. Il va falloir que je demande à Nelliger de modifier l'API pour qu'il les mette à disposition. Easter egg sur ma page, pourquoi pas? On pourrait même faire à terme un easter egg sur chacune des pages. Un truc un peu rigolo, ce serait marrant. Mais, du coup, comme je voudrais qu'il fasse quelque chose de propre, et que je voudrais pas non plus lui tirer une balle dans le pied avant qu'il ait même commencé, et ben aujourd'hui on va faire un petit peu de refacto, parce que cette appli, on l'a globalement produite il y a à peu près un an, même un peu plus d'un an, et du coup, il y a, il y a du code mort, par exemple ce Windows Size là, qui est là, mais qui est a priori pas utilisé, voilà, declared but never used. Il y a des choses à refaire au niveau des écrans, si je ne m'abuse. Voilà, on est sur des classes. En plus, là, ça sert absolument à rien. Donc, on va faire pas mal de taf. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer du coup ce que je fais. Salut Florent, le geek. Toufik, un Konami code. Ah ouais, non, c'est un peu compliqué. Ou sauf on tape en haut, on tape en bas, on tape à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ouais. C'est les select start BA qui vont être compliqués. Tu lances ton smartphone sur un mur et ça déclenche un easter egg. Ouais ou pas? Mais bien sûr, viens voir, il n'y a pas de problème. Encore une fois, hein, si vous voulez passer sur le Discord pour discuter, il n'y a pas de souci. Je regarde s'il n'y a personne en attente. Non. Hop. Alors, on va s'y mettre sans plus tarder, parce que la semaine dernière, on n'a pas trop produit. Donc là, cette semaine, on va essayer de produire un peu plus. Alors, historiquement, React Native, quand on faisait des composants à la base, même encore à l'heure actuelle, je crois que quand on va sur le Getting Started de React Native, je pense qu'il parle tout de suite des composants classes, qu'on appelle aussi des composants stateful. Alors, core component, native component, machin, je sais pas quoi, bon, blablabla, blablabla. Peut-être pas. Peut-être qu'il parle plus des classes maintenant. React Fundamentals, Components, JSX, machin, your first component. Voilà. Voilà. Typiquement, là, tout de suite, on entre dans le vif du sujet. On parle de... les Anglais parlent de function component et de class component. Vous pouvez aussi croiser le stateless component et stateful component. Et en français, voilà, on va plutôt parler de composants fonction ou composants classe, ou même composants fonctionnels, j'ai déjà entendu. Donc, il y a un peu de tout. Alors, qu'est-ce qui change globalement? Globalement, ce qui change, c'est qu'une classe a plusieurs fonctions.
Notamment, en fait, un composant classe a forcément besoin d'une fonction render. Après, il peut avoir plein d'autres fonctions. Et il peut porter surtout un état interne. Ah, Esprit, es-tu là? Qui est Je là? suis là, je suis là. Salut Florent. Ça Comment va ça bien? va? Ouais, ouais, ça va. Et toi? Ça va, ça va. Bon, je viens dans le stream où je ne comprends rien. Mais c'est pas Donc très grave. je vais faire mon premier de la classe là. Ah, attends, Et oui, par contre, hop, j'explose les oreilles. je baisse un peu. Vas-y, reparle un petit coup. Est-ce que c'est mieux? Voilà, là c'est un mieux. Désolé pour ce réglage. La semaine dernière, Raglink était beaucoup trop faible, donc j'avais mis à fond. Et du coup, là effectivement, t'étais à fond, t'étais dans le rouge. Désolé. Ouais, désolé d'avoir cassé les oreilles. Donc je prends note, hein, je m'assois tel un premier de la classe et j'écoute ce stream. Je sortirai quelques conneries de temps en temps afin de montrer que j'existe. N'est-ce pas? On n'entend pas tes poussins et tes poules. Si, pourtant ils sont à côté, là ils sont en train de manger, hein, ils ont la bouche pleine. On Ah parle bah pas voilà, c'est pour ça qu'on les entend pas. C'est comme les gosses. C'est ça, Il y a que ce moment-là où on les entend pas. Et quand ils dorment aussi. c'est ça. Du coup, je Hier, je parlais... les avais mis dans Ouais. le noir là. Du coup, je parlais des composants classes qui effectivement ont besoin d'une fonction de render. Alors effectivement, si t'as jamais fait si t'as jamais fait d'informatique ou de JavaScript ou quoi que ce soit, effectivement, ça peut peut-être pas te parler globalement. Mais tu vois, Pascal M tout à l'heure qui disait on n'a plus besoin de créer une classe. En fait, les composants fonctionnels, donc les composants fonctions, ce sont l'équivalent des fonctions render d'une classe. D'accord. Donc, à une époque, enfin dès le début, ils ont existé, mais au début, c'était réservé plutôt à des composants un peu restreints, on va dire. Par exemple, un bouton. Si tu voulais un bouton bleu, tu pouvais faire un composant bouton bleu, qui était une fonction qui renvoyait un bouton dans le style duquel tu disais qu'il était bleu. D'accord. Donc c'était le genre de choses qu'on faisait avant, et la plupart des composants étaient des composants classes. En fait, dans React Native, et dans React même en global, depuis React 16, ils sont progressivement, alors ils s'en défendent, hein, mais ils sont progressivement en train de virer les classes. Alors, ils disent qu'ils vireront jamais les classes, mais en tout cas, pour des raisons de perf, toute l'industrie va progressivement vers des composants fonctions. Donc je vais faire une conversion rapide du composant home, qui donc pour l'instant est une classe qui étend component qu'on a importé de React. Et en fait, à la place d'avoir une classe, donc je l'ai dit tout à l'heure, une classe, enfin un composant fonction, c'est en fait une fonction de render d'une classe, l'équivalent. Donc je peux tout à fait faire directement ceci. Je peux faire const pour dire je déclare une constante. Ma constante s'appelle home avec un h majuscule. Elle ne prend pas de paramètres, c'est une fonction et elle renvoie directement du JSX, à savoir le JSX qui était déjà en place dans la fonction de render. Voilà. J'ai l'impression d'être dans C'est pas sorcier que tu l'as déjà mis dans ton fourgon. Et que je suis Fred, tu sais, le mec qui va poser des questions. Mais à quoi ça sert, Jamy? Eh bien Fred, tu ne crois pas si bien dire. Non. En plus, j'ai pas assez regardé, c'est pas sorcier. Donc là, ah oui, alors du coup, là, ça ne fonctionne pas. Tout il est pété. Pourquoi tout il est pété? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors attends, déjà de base, dans les settings, je vais mettre le format unsave. Ah bah non, il est activé. Tu vas pas être embêté avec les props, dit Pascal M. Mais en fait, tu peux. Alors, tu vois, ici, là, on a des paramètres à notre fonction. Et je peux tout à fait dire, eh ben, je veux voir les props. Et les props sont passés en paramètres de la fonction. Waouh, undefined. Alors, je crois que, hop, je suis parti en boucle infinie, ce qui est mal, qui était en train de tuer mon Mac au fur et à mesure. Donc, on va éviter ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Undefined is not an object. This.props. Ah, bah oui, tout à fait. Ah oui, c'est là-dessus que tu voulais attirer mon attention, Pascal. Merci. Donc, tout à fait, effectivement, je n'ai plus accès aux this.props. Bien vu. Mais par contre, j'ai quand même mes props
en paramètre de ma fonction. C'est comme ça que je peux m'en sortir. Donc si je sauvegarde, il veut pas faire le formatage automatique, tant pis. Il fait la grève aujourd'hui. Du coup, voilà. Là, j'ai tout simplement transformé mon composant home de fonction à classe. Florent a ses crocs aux pieds. Ah, c'est Crocs. Pourquoi j'ai des Crocs aux pieds? Je sais pas. Tu sais, des fois, Nico, il dit des trucs bizarres. Alors, je mets des Crocs, effectivement, pour aller dehors, mais là, je suis dedans. Hein. Non, je sais pas du tout pourquoi il dit ça. Props, Props, Crocs. Ah, ok. D'accord. C'était un trait d'humour. Ok. Je l'avais vraiment pas compris. J'ai une question, parce que moi, excusez-moi, hein, ça va paraître très con. Donc, le téléphone qu'on voit affiché sur le côté, c'est ce que tu veux obtenir en résultat, c'est ça? Ouais, c'est un simulateur Android. Ça veut dire que là, en fait, j'ai comme un genre de téléphone Android dans mon Mac. C'est un téléphone virtuel, bien sûr, je peux pas appeler avec, je peux pas prendre de photos ou quoi que ce soit. Mais par contre, il a un vrai système d'exploitation Android qui tourne dedans. Et donc, il a vraiment, lui, l'impression d'être un téléphone, même si, en fait, il n'est que simulé. Tu vois, c'est un peu comme nous, on est dans une immense simulation, peut-être, on ne sait pas. Non, on va pas partir sur les sujets métaphysiques. Oui, Néo, je vais t'aider. Tout à fait. Et du coup, ouais, ce téléphone Android est simulé et je peux lui transmettre des ordres, notamment d'installer des apps. D'accord. Et Donc, ça te permet de voir le résultat que tu veux attendre là quand tu es en train de coder ton application un peu. tout à fait. Au fur et à mesure que je code mon app, tu vois, par exemple, si jamais je vais sur le composant agenda. Ah, donc là, elle a planté. Alors, soit elle a planté, parce que là, j'ai mon Mac qui est en train de souffler comme un idiot. Je me demande si j'ai pas tout à l'heure eu un truc qui est parti en cacahuète, en mode boucle infinie de la mort, et qui s'est pas arrêté. C'est fou ce qu'on peut faire avec un PC. Hein. Bon, c'est vrai que bon, Non, moi je me limite à la PS4. Tu sais quoi, je vais redémarrer ce monsieur-là, parce que je crois qu'il est en train de partir en cacahuète. Je vais tout redémarrer, parce que je suis un dingue. En tout cas, ce soir, grâce à toi, je dormirai moins bête. Tu vois, regarde, là je viens d'appuyer sur play dans mon machin, ça me met comme un téléphone éteint qui serait en train de s'allumer, quoi. Avec un Flo me MacBook, dit on peut qu'avec- faire des gaufres. Ah, et avec quel ordinateur peut-on faire des pancakes? Parce que j'ai une préférence plus pour les pancakes que pour les gaufres. Il faut trouver un ordinateur rond. Alors, je sais pas si ça va être chaud à trouver quand même, un ordinateur rond. Peut-être avec. Qu'est-ce qu'il y a comme. Non, il n'y a pas grand-chose comme truc rond. Allez, je Moi, je me redéploie. rappelle de mon premier PC chez mes parents. Donc, c'était. On mettait l'unité centrale et on posait l'écran par-dessus, tu vois. Ouais. Les vieux Packard Bell, Hmm. qui étaient un peu ronds, quoi, pour faire les pancakes. Peut-être. Alors, par contre, je pense qu'il faut jouer à un truc qui fait bien chauffer. Parce que, Ah, du Pascal coup, M nous dit une Surface Pro, ça chauffe énormément. Je ne sais pas, j'en ai jamais eu, mais je te crois. ça chauffe uniformément. Ah oui, genre toute la surface chauffe, quoi. Bah oui, parce que c'est leur magnésium, je sais pas quoi, truc bidule qu'ils avaient sorti à l'époque. Et effectivement, c'était pour mieux dissiper la chaleur. Mais en fait, Ah, mais si, la nouvelle elle est bouillante de Xbox partout. Series S, elle a un joli rond sur le dessus. Ah bah oui, c'est vrai qu'elle fait plaque chauffante. Minecraft, ça chauffe bien. Tout à fait. Salut Chopper. Ton rêve de savoir faire ça. Mais c'est. Alors, j'ai toujours tendance à dire de façon violente, c'est pas compliqué. En fait, si, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est long d'apprendre tout ça. Mais en fait, une fois qu'on s'y est mis dedans, bah en fait, ça suit son cours assez naturellement. Après, j'ai connu pas mal de gens qui ont essayé de faire des reconversions. Certains ont pas du tout l'esprit qu'il faut pour, ou en tout cas, c'est pas leur fibre, quoi. Donc, ces gens-là, en général,
ils vont faire autre chose, je pense. Mais par contre, voilà, j'ai eu des personnes qui avaient rien à voir avec la choucroute, genre un gars qui a géré un restaurant pendant 5 ans. C'est comme ça, son début de carrière, c'était ça. Et il a fait un bootcamp, je sais plus lequel. Euh, et maintenant, il est dev mobile et il fait ça toute sa journée. Et il s'éclate. Bah, c'est pas parce qu'on n'a pas fait ce choix-là au niveau de ses études qu'on ne peut pas le faire par la suite. Sachant qu'en plus, maintenant, les enfants. Je sais pas, Florent, t'as des enfants toi ou pas? Je me souviens plus. Oui, oui. J'ai un petit garçon qui vient de rentrer au CP. Ouais, bah alors c'est un peu tôt, mais tu vois, la mienne, ma grande, elle vient de rentrer en cinquième. Et ben, cette année, ils ont des cours d'algorithmie. D'accord, ah oui. Donc, je pense que l'éducation nationale commence à comprendre qu'il y a un enjeu derrière, et que c'est peut-être plus utile de savoir taper un ordinateur que savoir tirer des notes d'une flûte. Oui, j'ai été traumatisé par la flûte à bec, oui, pendant J'ai jamais compris tout mon collège. l'intérêt de la flûte à bec. Non plus. Mais je pense qu'effectivement. Je sais pas si toi c'est pareil, moi la prof de musique c'était quand même quelqu'un d'assez redoutable quoi. Elle Ah avait un oui, vieux piano, elle était pas très sympa. non, je confirme. À nous jeter des trucs, nous, de temps en temps. Ah mais moi j'apprenais jamais mes trucs de flûte. Ouais. Du coup quand elle nous passait en une sorte d'interro individuel, elle me fait mais vous faites n'importe quoi. Je fais ah non, je compose madame, je compose. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je me souviens de grands moments de solitude, effectivement. Allez, maintenant, on t'écoute. Ok. Tu. Non, ça marche pas. Ah là 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 Au là. CP on l'apprend à l'assembleur. Alors non, enfin moi du moins, il commencera à toucher à la salle informatique puisqu'il y en a bien une dans l'école primaire. À partir du CM1, CM2. Voilà. Ouais, Elle préfère qu'ils sachent déjà au CP, il faut qu'ils apprennent à lire, à écrire. Donc, c'est plus intéressant quand même d'apprendre à lire, à écrire plutôt que de taper un ordinateur d'entrée de jeu. c'est clair. Puis il y a du Pour taf, quoi. savoir, surtout, voilà, si ça sert à. Ils savent pas ce qu'ils font, ça sert pas à grand chose. Tout à fait. Mais ils ont des cours, c'est nouveau, c'est très novateur et ça n'a rien à voir avec l'informatique, mais je tiens quand même à en parler. Les cours de Montgenré, je connaissais pas. Ah non, non plus. Ben, voilà, donc des cours de non-genrés, hein, comme quoi il n'y a pas des choses réservées aux filles ou des choses réservées aux garçons. Ouais, bah ouais. Bon, après, tout ça, ça évolue au fur et à mesure. C'est tant mieux. C'est cool. Euh, Moi, Salut, Logo Prosine. avait la tortue. Comment? Attends, moi j'ai commencé avec Logo Ouais. sur MS-DOS au 3e primaire, mais je n'ai pas continué. Ah oui. Ah oui, Prosine. Ouais. Ah ouais, ouais, sur Windows 3. Mais oui, mais Prosine, arrête de nous dire à quel point t'es vieux, quoi. C'est pas possible. Surtout qu'on a le même âge à peu près, je pense. Ouais. Ben moi, j'ai commencé tard, moi, au final, hein. Moi, j'ai commencé à bidouiller du HTML. Ouais, je pense que j'avais le bac. J'ai fait une fausse première année de Doug en maths informatique où j'ai fait du Pascal, où je me suis dit, bah, c'est dégoûtant, je veux pas faire ça. Et puis en fin de compte, derrière, je suis parti en IUT dans lequel j'ai fait du Java, dans lequel j'ai fait. C'est intéressant, mais le langage est dégueu. Et puis bon, voilà quoi, je suis passé sur d'autres choses. Bon, après, c'est 33 ans. Voilà, Mais oui, Prosine, bien sûr. On y croit que t'as j'avais 33 ans. j'avais participé au site web de mon collège à l'époque. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, on a refactoré notre composant Home. Bon, en 24 minutes, on a fait que ça. Cette émission, de temps en temps, je me dis, bon, il faudrait que je fasse juste des talk shows, en fait. Je fais des sessions talk show où je fais que ça, en fait. Je sais plus si j'avais un ESLint de paramétrer dessus. Non. Alors, ESLint. Mais non, je suis dans Android, là. ESLint. Non, je n'ai pas ESLint. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ça m'aurait montré un peu tout ça. Un peu les différents problèmes. Ça aurait pu me donner des pointeurs. Bon, alors ce composant header, franchement, je crois que il était pas de moi, hein. Je crois que c'était Cyril à l'époque qui m'avait soumis ça en,
en pull request et je dois avouer que il a mis une tartine que j'ai pas forcément tout bien suivi ce qu'il a fait. Shoot show back button. Alors ce shoot show back button c'est... Alors ce qui est bizarre c'est que ce shoot show back button, normalement quand on clique sur une émission, ici il devrait y avoir un bouton retour. Et il n'y est pas. Donc déjà il va falloir que je débug ceci. Le logo tellement vieux avec la tortue, ça m'a vite saoulé. Bravo. Dessiné avec la tortue. Ah maintenant il y a Scratch. Un Scratch pour les enfants, hein, où en fait ça ressemble un peu à du Director. Alors Director c'est hyper vieux. Mais je crois que d'ailleurs le Director c'était issu de logo. Je sais plus. C'était peut-être même du logo. Je sais plus trop. Mais ouais, Scratch ça marche plutôt pas mal. Ça a été fait par le MIT. Et c'est vraiment pas mal. Oui, Flows, ouais. Faut qu'on papote Game Boy, tout à fait. Complètement. Je devrais commit au fur et à mesure. Oui, c'est pas faux. Ah, je voulais vous montrer au fait, en parlant de commit. Parce que bon, à la base, je vous ai dit que je faisais un upgrade pour virer les vulnérabilités de sécurité. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais 17, dont une fatale, enfin une critique et je crois 4 high et 7 medium, un truc comme ça. Et maintenant, quand on va voir les alertes, il m'en reste une low. Donc c'était un peu le but. Donc ça c'est plutôt cool. Alors celle-là je vais pas y toucher je pense parce que le kind of doit être une dépendance d'une dépendance et du coup je vais pas y toucher parce que sinon je vais foutre en l'air mon appli. C'était juste parenthèse pour vous montrer que ça, enfin, qu'il y avait eu un but quoi derrière la mise à jour de React Native. Je peux poser la question de noob. Si je veux apprendre, je dois commencer par quoi? Alors moi déjà il faut que j'apprenne à lire. On y va. Si tu veux apprendre, tu dois commencer par quoi? Peut-être l'algo. Parce que comprendre ce que c'est que l'algorithmique, c'est quand même plutôt pas mal. Je crois que... C'était qui? C'était Graphicart, je crois. Je crois que Graphicart... ils avaient fait une formation à l'algorithmique qui était plutôt pas trop mal. Voilà, là tu as 1h17 de vidéo qui explique ce que c'est que l'algorithmique. Alors, les algorithmes, c'est un peu apprendre la façon de penser qu'il faut avoir pour programmer quelque chose. Donc c'est vraiment la porte d'entrée un peu à privilégier, parce que si tu vas directement sur un langage de programmation, tu risques peut-être éventuellement de te perdre, ou en tout cas d'avoir des lacunes qui vont faire que tu vas moins comprendre la suite, quoi. Donc en général, je conseille effectivement d'abord bosser un peu l'algorithmie, enfin les algorithmes, l'algorithmique. Je pense que l'algorithmique, ça se dit pas, hein. Je pense que c'est l'algorithmie, mais bon. Donc je partirai d'abord là-dessus, et après si tu veux, en termes de langage, si tu veux aller vite sur quelque chose de pratique et très répandu, bah, le JavaScript, ça me paraît être la base, quoi. Donc là bon, c'est un peu plus long, hein, 14h48 de vidéo. T'es pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes à savoir sur le JavaScript. Et en fait, à l'issue de cette formation-là, si tu as fait l'algorithmie d'abord et le JavaScript après, bah déjà là, tu peux commencer. Je crois que dans la formation, il te montre pas mal d'outils que tu peux utiliser. Et déjà, tu peux commencer à produire des choses, quoi, à jouer avec. Oh là là, mais vous discutez beaucoup trop. Qu'est-ce que tu dis? Du coup, ce soir, au lieu de regarder Netflix, hop, Hop là. 14 heures de vidéo JavaScript. Exactement. Ça tient dans une nuit, hein. Si vous commencez à 20h, c'est bon à 10h du mat. Ah, Sophie qui parle de MIRC, oui, je m'en souviens. Moi, j'ai connu MIRC par contre. Moi non. Non, moi j'ai connu. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? ICQ, tous ces trucs-là.
ICQ, ah, bah, les MSN, les choses comme ça. Mais il n'y avait pas de, il y avait pas de scripting, donc c'est sûr. Toc 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 toc. J'essaye de reprendre le fil de discussion, je suis désolé. Attends que le dev de la dépendance corrige la dépendance pour que sa dépendance de dépendance soit corrigée. Ouais, effectivement, Nico, t'es en mode Nelly Girl. Ah non. Premier rapport avec le code, c'était ah oui, merci. Ça dépend aussi de ce que tu veux faire, jeu vidéo, dev web, mobile. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors là, si tu veux faire du jeu vidéo et que tu veux surtout faire de la 3D, l'algorithmie, enfin, de toute façon, le module, comprendre ce que c'est qu'un algorithme et comment on pense avec des algorithmes, je pense que c'est la base pour tout. Après, effectivement, si tu veux, si tu veux te diriger vers plus de la création de jeux 3D, etc., va pas forcément sur le JavaScript, va plutôt sur un truc comme Unity. Unity, c'est vraiment très bon. Unity 3D, un jour, on fera certainement une session sur Unity, sachant qu'il faudra juste que je cherche des assets, parce que j'ai une bille complète en 3D, mais alors complète, complète. Mais ouais, ça pourrait être pas mal. J'avais fait quelques tutos et il faudrait que je reprenne tout ça à zéro, que je le fasse avec vous. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait être rigolo. Donc ouais, je suis d'accord avec Floz. Ça dépend de ce que tu veux faire. Si c'est du dev web ou du dev mobile, je pense que JavaScript c'est bien. Parce qu'en plus JavaScript te permet de voir pas mal de choses qui te permettront de t'en sortir avec d'autres langages. Projet Arduino. Ouais, Prozine, ouais, bah, projet Arduino. Alors après, si tu fais du Arduino, si tu dois coder en l'Arduino, c'est du assembleur ou du C ou du C++, je sais plus. Du coup, c'est un peu plus violent, là, pour le coup. Du Python. J'ai jamais fait de Python curé aux roux. Il paraît que c'est vachement utilisé, et même de plus en plus. Donc il faudrait que je m'y mette un jour. Tu choisis ton langage, tu pries pour qu'il soit maintenu et à la mode longtemps. Oui, oui, complètement. Moi, juste pour la petite histoire, React Native, je me suis jeté dedans à corps perdu, entre guillemets, en 2015, 2 semaines après l'annonce de la disponibilité par Facebook. Sachant qu'à l'époque, le grand truc, c'était de dire oui, mais on va se former à ce truc-là et il va crever dans 6 mois. Bon, bah, j'ai fait le pari de me former et d'aller vraiment à fond dedans, et c'est devenu hyper porteur. Et là, à l'heure actuelle, bah, la plupart des boîtes que je croise et qui me demandent qui me posent des questions sur comment on fait une appli mobile, etc., la plupart partent sur du React Native. C'est vraiment très, très, très porteur, quoi. Il n'y a que les profs de fac qui parlent encore de langage Perl. Ouais, Perl, je dois avouer que c'est plus trop en odeur de sainteté. En ce moment-là, il y a Ruby, il y a Python, il y a Go qui est pas mal aussi, qui prend beaucoup de. Enfin, Golang, qui prend beaucoup d'ampleur. Kotlin est pas mal aussi, enfin, prend pas mal d'ampleur aussi. J'aimerais tellement reprendre Unity et faire un jeu vidéo, dit Nico Poppy. Ben oui, mais on pourrait, hein. Une grosse base de jeux VR qui fonctionnait bien. Ben ouais, bah carrément. Bah écoute, si tu fais ça, il y a moyen de. Il y a moyen qu'on fasse des Hello World sur le sujet, hein. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Je pourrais venir au studio et qu'on discute de tout ça et qu'on bidouille. Moi aussi, j'ai mon casque de réalité virtuelle. C'est Arduino. Ouais, Arduino C, C++, ouais, tout à fait. Python, ouais, il faudra que je m'y mette, les gars. Désolé. En plus, je crois que je voulais faire du Sonic Pi. Ça avait l'air super rigolo, le Sonic Pi. C'est un truc, c'est du live coding music. Enfin, c'est de la musique que tu codes, en fait. Ça a l'air super rigolo à faire. Tu développes des pages de code qui génèrent de la musique. Et je crois que c'est du Python, de base. Donc, il faudra que je m'y forme. Si un jour je veux tenter de vous générer de la musique pour rigoler. On va s'y remettre peut-être. Prépare ta règle pour Python. Pourquoi prépare ta règle? J'ai pas compris la blague. Il y a une blague? Non, je sais pas. Ruby, c'est sur le déclin. Ça survit uniquement grâce à Rails. Bah oui, oui. Oui, Ruby, oui, je parlais effectivement de Roar. Florent est en PLS, on ne l'entend plus. Ah, pour les Oui, non, indentations. je suis sage. Non, c'est Nico qui fait des blagues.
des blagues de Nelliga. Tu trouves pas la formation Algo sur GraphiCart d'Iprosine? Alors, je vais faire un petit appel dans ma mémoire. Qu'est-ce que j'ai mis? Je crois que j'ai mis voilà, GraphiCart espace Algo dans Google. Et tu cliques sur le premier lien, formation, l'algorithmique. Voilà. Et tu tombes direct dessus. Et ça peut être effectivement pas mal de commencer par là. Alors, mon header, c'est... Ouf, mon header est une classe. Je vais me la garder pour la fin, je pense. Je vais faire surtout du simple pour l'instant. Dans mon index, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon stack navigator, ok, qui renvoie ma stack avec ma home et mon programme details. Très bien. Donc la home, c'est la page avec l'agenda. Le programme details, c'est quand je clique sur une émission. Pouf, j'ai, comme son nom l'indique, les détails d'un programme. Je peux revenir en arrière. Dans Programs, qu'est-ce que j'ai? J'ai Programme Details, qui est donc cette même page que j'ai dans deux stacks, puisque je l'ai dans la stack Home et je l'ai aussi dans la stack Émission, puisque la stack Émission, c'est la liste des émissions. Et que si je clique sur une émission, j'ai bien la même page. Ok. Alors, Programs. Programs est une classe qui n'a qu'une fonction de render. Eh bien, celle-ci aussi va être très facile à modifier. Il suffira juste de faire un petit const programs égale props et pas prosp. Et c'est une fonction qui renvoie du JSX. On n'a plus besoin d'accolade. Je peux sauvegarder. Pourquoi il me met pas les trucs en forme? Ça m'énerve. Alors, il m'engueule toujours pour la même raison. This.props, il n'y a pas de this, ce qui est logique. Donc je vire toutes mes this, puisqu'en fait je vais faire référence à props, qui est mon paramètre ici, là, que j'ai déclaré, qui est par défaut est passé à travers l'arbre React. Donc si je viens sur mon écran émission, j'ai toujours ma liste des émissions. Au moins, ça force les cochons à bien indenter. C'est clair. Alors, mais là, franchement, je suis d'accord. L'indentation dans un programme, c'est quand même fort. Enfin, c'est quand même central pour bien comprendre comment fonctionne le programme. Là, par exemple, c'était indenté comme un cochon. Je suis d'accord. Et je sais pas pourquoi il veut pas me faire mon format unsave. Pourtant, dans mes préférences, j'ai bien un format unsave. On est bien d'accord. Format unsave, il est bien coché. J'ai peut-être désactivé Prettier, ou je vais peut-être pas réactivé Prettier correctement sur ce Mac là. Peut-être pas encore. Bah, pourtant j'ai l'extension. Qu'est-ce qu'il me dit? Output, il me dit rien. Debug, il me dit rien. Problems, non plus. Bon. Eh bien, écoutez, on va continuer comme ça. Hein. Bon boulot, Chopper. Bon après-midi à toi aussi. Ouais, pareil. Programs. Du coup, Programs, on l'a modifié. Il est bon. Hop, je vais supprimer ce que je n'utilise plus. Touk touk. Hop là. Programme Details. Alors, Programme Details, il a un statique navigation option. Oh, ça, c'est de la merde. Et pourquoi il a navigation option d'ailleurs? Pour mettre le titre. Ah, le titre qui n'est pas utilisé. Ok, bon, bah du coup, on va le dégager. Hein. Donc, on peut le dégager puisque le titre n'est pas utilisé. Tac, loupé. Et ça nous fait toujours la même chose, juste une fonction de render. C'est simple, hein, c'est plutôt simple, comme nettoyage, tout ça. Pardon. Alors, là vous voyez, c'est une fonction de render, mais par contre elle a un return, avant il y a des const, machin, etc. Donc on va pas pouvoir faire comme les autres. Donc les autres, je vous rappelle, j'ai juste fait const programs, enfin le nom du truc, égale les props, une flèche, parce que c'est une arrow function, donc c'est une nouvelle façon, enfin une nouvelle.
une façon de créer des fonctions en JavaScript qui date de S6, donc pas si nouvelle que ça, c'était 2015 je crois. Et nos arrow functions, si on ne déclare pas de corps de fonction derrière, elle sait qu'on lui donne directement la valeur de retour. Donc c'est pour ça que j'ai juste une parenthèse et du JSX. Pour lui dire, moi, ma valeur de retour de ma fonction, c'est directement du JSX. Là, ça va pas être possible parce que j'ai de la logique dans mon corps de fonction, donc il me faut un corps de fonction. Je vais y arriver. Donc je vais faire const programme programs details. Merde, du coup j'ai plus le nom. C'était programs avec un P majuscule, au pluriel, details, au pluriel. Et alors, même topo, parce que je pense que j'aurai besoin des props. Et alors, cette fois-ci, donc mon this.props, c'est toujours le même bazar. Hop. Il y a combien de this? On va voir, parce qu'on va faire le test. Les arrow functions ont une petite particularité par rapport à la valeur du contexte. This aussi. La valeur? Ah, la valeur. Ah oui, parce qu'écrit comme ça, je me disais, qu'est-ce que c'est qu'un avaleur de contexte? Je ne sais pas. Oui, ouais, tout à fait. Une arrow function a son propre contexte. Ce qui fait qu'on, si on déclare une arrow function au sein d'une classe, on n'a pas le contexte de la classe, mais un nouveau contexte. Tout à fait, Jamy. Exactement. Sachant que là, on s'en fout, puisqu'on est hors d'une classe, et que de toute façon, on veut un contexte autonome. Alors, il m'engueule. Pourquoi est-ce qu'il m'engueule? Tout simplement parce que j'ai une... Syntaxe erreur. Exactement. Et c'était tout simplement une accolade fermante en trop qui traînait. Merci de ta vigilance, Florent. Je sais que tu l'avais, celle-ci. Oui, je l'avais sur le bout des lèvres. Sur le bout de la langue. Là, pour le coup, à partir du moment où tu supprimes la classe, au bout d'un moment, ça ne peut pas marcher. Si je supprime la classe, il n'y a plus d'élèves et c'est vrai que c'est compliqué. Exactement. Bon, après, il n'y a plus de Covid. Bon, ça se fait pas. Le this d'une arrow function est hérité de celui du scope parent. Alors, ça dépend. Oui, si tu la mets dans une closure. Après, je sais plus. Il y a des trucs. En fonction de si tu es dans une closure ou pas dans une closure, il y a des is un peu zarbi. Mais là, le but, en fait, quoi qu'il se passe, de mon. Comment dire? Là, mon optime React, de base, le postulat, c'est de dire on dégage les classes, on fait des fonctions à la place. Donc, en fait, implicitement, on dégage les is, puisque les is sont en React, on utilise les is surtout pour faire référence aux variables et aux fonctions d'instance. Donc là, le but, c'est de plus avoir d'instances nulle part. Le but, c'est d'être complètement stateless, donc d'avoir des morceaux de programme qui sont complètement interchangeables et qui n'ont pas besoin de maintenir leur état au fur et à mesure de la vie de l'application. Et c'est ça qui fait gagner en perf. Sur le bout de la langue, c'est le nom d'un super glacier à côté de mon boulot. D'où l'utilisation d'un bind dans ce cas, dit Pascal M. Ouais. Quand tu fais un appel... oui, je vois ce que tu veux dire. Quand tu bind quand tu appelles une fonction, quand tu passes une fonction en paramètre, si tu veux la passer en même temps que son contexte, tu fais un point bind this dessus, effectivement. Je pense que je vais écrire un article complet sur la valeur de this en JS. Je réponds toute la journée à des questions là-dessus. En fait, le contexte en JavaScript, c'est l'un des sujets les plus épineux, en fin de compte. Ça et la pile d'exécution. Et pourquoi vous faites des set timeout 0? Pourquoi des sets immédiates? Pourquoi des machins, des trucs? C'est des trucs un peu underground, entre guillemets, du langage et qui touchent surtout au moteur de rendu. Donc, c'est logique que ce soit pas logique pour tout le monde, justement. Alors, ça c'est bon, c'est fait. Support us. Ça c'est du code mort. Support us, je vérifie qu'il est appelé nulle part, mais je crois qu'il n'est appelé nulle part. Voilà.
Donc on a un joli cas de code mort, on dit delete, move to trash, et j'ai mon user qui est une classe aussi, qui celle-ci a un state, a un component did mount et une fonction. Et ben voilà, donc ça super. Donc là, ça va être l'occasion de vous parler un peu de plus en profondeur de qu'est-ce qu'on fait quand on a un composant classe qui utilise les fonctionnalités d'un composant classe et qu'on veut le transformer en composant fonction. Le défaire à base de timeout 0. Oui, il faut en reparler de ça aussi. Oui, bah oui. Oui, et aussi le zat égale 10. Ça, c'est horrible. Tout à fait. Supportus a enlevé à cause des CGU, Apple et Google. Ouais, complètement. Oui, coucou Epic. Ouais, tout à fait. Même problème, même combat. On n'a pas la même équipe d'avocats par contre. Mais ça fonctionne bien, tout à fait Nico. Jusqu'au moment où tu sais plus ce que vaut ZAT, ni ZIS, et où tu fais une descente aux enfers. Alors, je recrée mon composant. Donc, const user, tout simplement, pour lui dire, bah, ça va être une fonction indépendante, et pas une classe. Elle prend toujours les props en paramètres. Elle aura un body, celle-ci aussi, parce que elle ne fait pas que retourner du JSX. Donc je peux prendre mon JSX qui est là. Je suis pas encore assez efficace avec ce clavier. Donc ultimement, notre fonction va retourner du JSX, ce JSX là. Donc là vous voyez déjà il y a 10.state, 10.machin, 10.truc, là tout ça bien sûr ça va sauter. Ah bah on en parlait tout à l'heure, le bind this, il est là. This under resubdate, .bind this. Donc on a notre JSX de retour, qui pour l'instant ne va pas compiler parce qu'il parle de this. Et alors qu'on est dans une fonction, ça va pas. Ici, on a un élément de state qui est déclaré dans notre classe. Donc c'est comme si on avait fait un constructeur en faisant this.state égale date de .newDate, start date de .undefined. Alors, comment est-ce qu'on fait du state dans un composant classe, un composant fonction, pardon? Eh bien, on utilise ce qu'on appelle des hooks. Alors, les hooks en React, donc hook pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais, hook, ça veut dire crochet. Donc, c'est des outils qui vont nous permettre d'accrocher des fonctionnalités à notre fonction, sans pour autant en faire une classe. Bonjour Ziad SK. Oui, c'est React Native. Alors désolé, je ne stream pas en anglais, mais oui, c'est de l'anglais, c'est du React Native. Je vais y arriver. Bienvenue. Bienvenue, tout à fait. En général, zat égale zi, c'est symptomatique d'une mauvaise architecture de code. C'est le signe qu'il faut peut-être se poser des questions pour réfléchir au code. Oui. Ouais. Oui, Pascal. Du hook. Alors, ce hook useState, il est relativement simple à comprendre, mais il est chelou la première fois qu'on l'utilise. Donc ça s'utilise comme ça. Donc const, parce que je dis, mon useState va me renvoyer, qu'est-ce qu'il me renvoie? Il me renvoie un tableau avec à l'index 0 la valeur de l'état, et à l'index 1, un setter pour setter mon état. Donc on va faire de la déstructuration de tableau. Alors avant d'utiliser ce hook, j'avais jamais fait de déstructuration de tableau. Mais ça fait pas mal. Vous en faites pas. On a dit, qu'est-ce qu'on a comme élément de state? On a date et start date. Donc date, virgule, set date, égale use state. Et alors par défaut, à use state, on lui passe la valeur par défaut. C'est pas, même pas par défaut, c'est on lui passe en paramètre la valeur par défaut. Qui était ici newDate, qui va nous mettre, donc newDate en JavaScript, c'est pour mettre tout simplement un nouvel objet de type date qui va contenir la date et l'heure du moment de l'exécution. Non, j'utilise pas Expo là, Ziad. Dans ce cas-là, je n'utilise pas Expo. C'est
Expo, c'est très bien pour apprendre. Après, là, j'en suis à mon deuxième projet pour des clients qui me demandent de les sortir d'Expo parce qu'ils ont des soucis, pour faire simple. La plupart du temps, c'est à cause des push. Parce qu'ils veulent utiliser Firebase qui est plus fiable. Donc Expo, j'utilise assez peu en fin de compte. Je l'utilise surtout pour donner des cours. Parce que je donne des cours de React Native à des étudiants. Et je leur fais utiliser Expo. Hop, 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 hop. Bonjour Ferzou. Je suis Devror et je commence à me pencher sur React. Mais j'ai du mal à appréhender comment mettre à jour mon store avec un service back-end. Ah, bah ça fait partie des sujets les plus complexes, entre guillemets, les plus... enfin, pas complexes, les plus longs à expliquer et à... comment dire? À assimiler. Si tu veux voir un peu comment ça fonctionne en termes d'architecture, ou en tout cas comment on peut mettre en place une architecture propre pour faire ce genre de choses, sur Google, tu peux chercher One Way Data Flow. One Way Data Flow, c'est le nom de l'architecture qu'on met en place en général dans une appli React. Souvent avec Redux derrière. Euh, mais bon, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. J'en parlerai certainement dans une autre émission. J'en avais parlé au moment où j'avais créé Redux, j'avais implémenté Redux pardon, dans cette appli-là, mais ça fait un moment quand même déjà. J'en reparlerai, mais je pense pas enfin pas tout de suite, tout de suite. Je vais attendre la compatibilité une nouvelle lib qui s'appelle Recoil, qui va a priori remplacer, enfin en tout cas pas remplacer, mais qui va pas mal épauler Redux sur tout ce qui est petit projet. Sauf que pour l'instant, elle n'est pas compatible avec React Native. Donc dès qu'elle sera compatible avec React Native, il y a une PR qui est en cours. Je l'utiliserai. Je pense que dans cette appli, je ferai une refonte, je virerai Redux, je mettrai Recoil à la place. Et donc on parlera de tout ça pendant cette émission. Tac, tac, tac. Franchement, je sais pas comment tu fais pour réussir à écrire du code en lisant nos conneries dans la chatroom et en parlant. Bah, il faut juste être un peu schizophrène, c'est tout. Ah, Je... tu veux qu'on en parle? Ça dépend, tu veux parler avec qui? Ouais, ouais, ouais. Non, il faut penser à plusieurs trucs en même temps. Mais en même temps, voilà, quand t'es dev, c'est un peu ton job au quotidien. Surtout si tu es en contact avec le client ou avec des chefs de projet. Tu sais très bien que de temps en temps, il y a des gens qui vont venir te dire tu mets combien de temps pour faire ça? Tu vas leur dire 3 semaines, ils vont dire ok, je veux demain. Ça fait partie du deal. Donc, notre start date et notre set start date suivent le même principe. On fait un useState auquel on passe la valeur par défaut qui est undefined, qui est là. Hop là, je reviens. J'ai trop de mal avec ce clavier. Donc, ce qui fait que comme on les a déclarés, on n'a plus besoin de this.state. Donc, le this.state. Je le dégage complètement. Je vais faire un bon replace des familles. Donc store date, il va choper le store date. Lui aussi, lui aussi. Lui, il va choper date. Et cela, pareil. Ok. Très bien. Hop là. Alors je peux sauvegarder, ça m'engueulera toujours parce que ça va me dire non, non, t'as user déclaré 2 fois, c'est normal, j'ai pas viré la classe encore. Mais c'est parce qu'on est en cours. Je fais un petit catch-up. One Way Data Flow avec les WebSockets, non, dit Pascal M. Non, alors le One Way Data Flow, c'est plus. Bon, je te dis, on en parlera quand on fera l'émission à ce propos-là. Mais le One Way Data Flow, c'est un flux de données unidirectionnel. Youpi! Non, c'est en fait un React, c'est vraiment un framework UI. Il te permet de mettre en forme des écrans et des composants complexes, mais il n'a pas vocation à gérer ni de l'état ni de la logique applicative. Ça, en général, tu utilises plutôt d'autres choses.
Donc, en général, pour gérer l'état, alors quand je dis l'état, bien sûr, des états locaux des composants, il peut les gérer, ça fait partie du deal. Mais l'état global de l'application, il n'est pas supposé trop le gérer, quoi. Ne serait-ce que parce que React en lui-même, c'est un framework réactif, donc c'est un framework dont le but c'est de se mettre à jour lui-même et de refaire son taf en fonction de comment les données d'état de l'application ont changé. Donc partant de ce principe-là, bah, il n'est pas supposé gérer les données d'état, ça paraît logique. Il est supposé les écouter. Donc on peut faire ça avec Redux. On peut stocker toutes les données d'état dans Redux. Et du coup, cet état Redux, au fur et à mesure qu'on va le faire évoluer, il provoquera des re-renders React, puisque les composants React écoutent l'état Redux. Après, les composants React, ils ont des boutons, ils ont des moyens d'interagir, et eux vont déclencher des actions. Ces actions, soit ce sont des actions simples, elles vont passer directement à travers Redux et mettre à jour l'état. Comme par exemple, je sais pas moi, je coche un bouton, je coche une case à cocher, je la décoche. Bon, bah, ce sont des actions qui vont passer directement dans Redux. Par contre, il y a des actions plus complexes comme bah, aller chercher des données sur le serveur, ou faire un post, ou je sais pas, aller lire les données du GPS, tout ce qu'on veut, quoi. Et à ce moment-là, on met ce qu'on appelle des middleware en place, qui nous permettent de gérer ce qu'on appelle ce que les Anglais appellent le side effect management, bah, ça va gérer en fait tout ce qui est externe à l'appli, quoi. Et donc ces trois composants forment le one-way data flow, parce que le React ne peut qu'écouter le Redux et émettre des actions dans les middleware. Les middleware ne peuvent que recevoir les actions du React et transmettre des actions au Redux. Et le Redux ne peut en théorie recevoir que des actions avant dans la chaîne, entre guillemets, et transmettre des ordres de re-render aux composants React, quoi. On entend ton micro chute. Ah, c'est les poussins qui ont pris le contrôle. Ouais, complètement. J'essaye de me taire. Hein. Mais non. Ziad, on a vraiment besoin de Redux. Le contexte API n'est-il pas suffisant? Alors, la contexte API permet de faire, pour tout ce qui est appli simple, ça permet de jouer à peu près le même rôle que Redux, effectivement. C'est-à-dire que la contexte API, en fait, c'est comme si on déclarait un state sur l'appli complète. Donc un élément de state sur l'appli complète. Après, la contexte API est très verbeuse. Alors, là, je suis sur une appli en ce moment et j'ai décidé de tout faire avec la contexte API pour me passer de Redux, pour pas initialiser un one-way data flow qui est quand même un coût, parce que il y a pas mal de tuyauterie, quoi, pour la mise en place. Donc je suis passé par de la contexte API. Après, bon, je suis pas hyper satisfait de la façon dont ça fonctionne. En plus, j'ai fait un provider par element state, enfin un contexte par element state, donc j'ai un provider par element state, ce qui fait que quand tu vois mon app.js, j'ai en cascade je crois que j'ai 8 providers différents, donc c'est pas très joli, c'est pas très élégant. Et puis les contextes, on a vite tendance à mettre plein de choses dedans alors que c'est pas fait pour ça non plus. Franchement, on peut faire un projet simple avec la contexte API, c'est ce que je fais. Là, les projets sur lesquels je suis en train de faire des applis pour les missions locales de Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai fait toute la gestion du state dans les contextes avec la contexte API. Et ça marche bien. C'est juste que de temps en temps, je me retrouve à avoir de mauvais réflexes, entre guillemets, et à pas faire de l'excellente qualité, parce que je vais, dans un premier temps, mettre des choses dans mon contexte, alors que je sais pertinemment qu'il faudrait pas que ça y soit. Là où le one-way data flow, quand on le met en place, on s'est tellement fait chier à le mettre en place que au bout d'un moment, en fait, ça nous force, entre guillemets, à bien faire les choses, parce que tout est vraiment bien découpé, quoi. C'est exactement ce que j'avais compris sur Redux. Cependant, à mettre en place, c'est énormément de code à pondre pour au final pas grand-chose. C'est le seul point que je reste perplexe sur la productivité. Je compare ça au MVC, évidemment. Alors, j'ai jamais fait... Pour le coup, le MVC, j'en ai fait une plâtrasse en .NET. J'ai jamais tenté de faire du MVC en React.
Euh, Redux, c'est beaucoup de tuyauterie effectivement pour mettre en place. Moi, j'étais allé plus loin dans une ancienne appli. J'avais mis du Redux Observable qui est c'est-à-dire qu'on a Redux, on a React et on a Redux Observable qui s'occupe du side effect management qui est basé sur RxJS et qui bosse sur des streams d'actions. Donc c'est encore plus complexe, pas forcément à mettre en place, mais à mentaliser, entre guillemets, enfin, à bien... déjà, c'est complexe de comprendre ce qu'on veut faire, et après, c'est complexe de comprendre ce qu'on a fait. Donc, c'est pas forcément évident. Mais par contre, sur une très grosse appli, enfin, sur une appli qui a quand même une dizaine d'écrans et qui a un back-end un peu complexe, j'avais un back-end en GraphQL avec beaucoup de mutations et de queries et j'avais plusieurs écrans qui se ressemblaient mais qui n'étaient pas les mêmes, donc qui étaient des composants que je réutilisais mais je pouvais pas totalement les réutiliser. C'était vraiment pas la joie entre guillemets en termes d'archi UI, donc j'avais quand même préféré faire du one-way data flow pur en allant jusqu'aux epics donc de Redux Observable parce que ça me permettait au moins d'asseoir mon archi métier euh, et de me forcer de ce côté-là à faire les choses correctement, quoi. Mais effectivement, sur un projet un peu plus simple, un projet sur lequel tu as, je sais pas, un projet comme celui-ci où il y a 5 écrans, 6 écrans, je crois. Non, il y a 5 écrans. J'ai mis Redux. Là, clairement, Redux est overkill. J'aurais pu mettre une contexte API et tout stocker dans un contexte. Dans une prochaine émission, on fera peut-être d'ailleurs ça, le fait de sortir Redux et passer sur du contexte. Comme ça, vous verrez comment on fait du contexte. Mais, euh, mais Redux ne sert pas à rien, bien au contraire. Je l'ai utilisé sur 3 énormes projets et il m'a sauvé la vie sur 2 des 3 projets. Avec des restructurations de choses assez complexes comme la procédure de lancement de l'appli, qui très clairement, si je les avais fait d'une autre façon, je pense que j'aurais vraiment galéré. J'ai dû faire une modif. Bah, c'est simple, c'est une modif que j'avais fait au préalable dans les applis natives précédentes, qui était en Objective-C. En Objective-C, j'avais mis une journée et demie, parce que j'avais dû tout refaire. Enfin, tout refaire. J'avais dû refaire 4 écrans, et plus l'enchaînement des 4 écrans, plus il y avait du code métier un peu intercalé un peu partout. Et l'Objective-C, c'est vraiment pas ma passion. Quand j'ai refait le truc, j'ai refait cette action-là avec Redux, avec le One-Way Dataflow que j'avais mis en place. J'ai mis peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure avec les tests, quoi, en ayant bien testé. Donc franchement, ça peut être vraiment pas mal. Merci pour le follow, Merci Ferzo. pour. Oui, voilà ce que j'allais dire. Merci pour le Ouais, follow. tout à fait. 5 écrans, c'est ce que j'utilise au quotidien pour travailler. Ouais, là j'en ai 3, là je commence à perdre le focus. D'ailleurs, en plus, c'est bientôt, enfin, c'est même plus que l'heure. Donc, je termine rapido ce truc-là, et puis après, je vais vous laisser. Je vais vous dire à la prochaine. Alors, rapido, qu'est-ce que j'ai apporté? Alors, j'ai du componented mount. Componented mount, c'est une fonction du cycle de vie du composant qui est appelée que la première fois que le composant est rendu, quand il est monté. C'est l'événement enfin le concept de montage, c'est le composant n'existe pas encore, hop, je le crée, je le rends une première fois, c'est bon, il est monté. Bon bah ça, on peut le faire au travers d'un autre hook qui s'appelle useEffect. Donc là, je l'ai auto-importé, c'est bon. Et ce hook useEffect, on va pouvoir lui passer une callback qui va faire quelque chose. Donc là, je copie-colle violemment ce que j'avais. Ça ne va pas marcher parce que c'est un this.setState alors que je ne veux pas faire this.setState. Je veux faire plutôt... Donc il y a deux éléments de state. ACT, hop. Bienvenue HermesCon. Bienvenue. Tout à fait. Merci. Comme quoi, tu vois, merci bien d'être venu, Florent, parce que effectivement, quand je suis pas à la chatroom, j'ai du mal de temps en temps Je suis ta voix off. à être réactif. Ouais, tout à fait. Alors, date.
Set date, date. Pourquoi j'ai un date ou date là? Ouh là là. Ça, c'est du vieux code. Je pense que c'est du vieux code que je n'avais pas trop. que je n'ai pas touché depuis un moment, on va dire. Set stored date, oui. Parce qu'en fait, quand on. Donc là, à quoi sert ce bout de code? Il sert à dire au premier montage de notre composant, je vais dans le storage pour récupérer la date de resub que j'ai pour l'utilisateur. Et si j'en ai une, et ben je la set. Ah, mais c'est pour ça, date, date. Eh oui, merde. Alors, oui, d'accord, ok. J'ai un télescopage au niveau des nommages. Donc je vais la renommer storage date. Juste un truc. Get resub date. Get resub date, storage.get, machin, etc. Qu'est-ce que ça me renvoie si ça n'existe pas? Get item key. What? Ah oui, get value, up, value et value. Ouais, donc undefined ou nul. Bon, bah, du coup je peux faire du up if storage date. Hop. Et là, à ce moment-là, ça sert absolument à rien le truc que j'avais fait. De temps en temps, hein, on fait des trucs bizarres. À ce moment-là, en fait, je surcharge mes valeurs par défaut. Yop là. Hop, je sauvegarde ça. Alors, ce useEffect, il a quand même une particularité. C'est que il est exécuté à chaque render. C'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il soit exécuté que la première fois, au premier render. Il prend un deuxième paramètre qui est un tableau des dépendances. Donc un tableau des dépendances des morceaux d'état. Ça veut dire en fait tout ce qui est dans ce tableau que je référence, dès qu'ils vont changer, ça va faire une réexécution de ce useEffect. Et comme là je passe à un tableau vide, en fait je lui dis, dès que tu l'auras exécuté pour la première fois, ce useEffect, et ben tu t'en fais plus rien. Donc le fait de passer un tableau vide en deuxième paramètre de useEffect, c'est pour lui dire ne l'exécute qu'une seule fois au premier montage. Hop. Donc ça, c'est ce qui remplace mon component didMount. Donc ça dégage. Et il va me rester juste le handle resubDate. Hop. Hop, on clean là. Donc là, ça va commencer à compiler, ça va être pas mal. Hein. On va mettre un peu d'espace. Donc, on va dire const handle resubDate égale rien en paramètre. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait notification.renew notification date et un state de stored date. Ok. C'est un sarrasin pour d'avoir suivi notre chaîne. Ah oui, merci. Merci. Ah, mais vous avez beaucoup trop parlé, j'ai pas lu. Si date est undefined, souvenir, true ou true, that is the question, difflows. Oui, mais non, mais c'était le date en paramètre et le date en state. Mais comme j'ai renommé l'un et pas l'autre, et en fait, ils se sont télescopés. Ferzu, ou Ferzu, désolé si c'est Ferzu. J'aurais une dernière question. Comment tu raisonnes pour faire un functional component plutôt qu'une classe? Car au final, avec tes hooks, useState et useEffect, ça ressemble à une classe. Mais oui, mais c'est le but. En fait, une classe, à la base, un functional component, donc un composant stateless, un composant fonction, ça servait à peu de choses, entre guillemets, parce qu'il n'avait pas de moyen de contenir un état. Et du coup, on disait, bah, tout ce qui est complexe, on va le faire avec un composant stateful, donc un composant classe. React 16 et les hooks ont introduit à peu près tout ce qu'il faut pour qu'un composant fonction, un composant stateless, puisse faire tout ce que fait un composant classe. Pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce qu'un composant stateless, dans une appli, si tu as 1000 composants stateless, et ben elle va aller je ne sais pas combien de fois plus vite. Elle va être beaucoup plus véloce et beaucoup plus réactive qu'une appli qui aurait par exemple 1000 composants stateful,
dans un runtime JavaScript, ça prend beaucoup plus de ressources qu'un composant en stateless, un composant en fonction. Donc le but du composant fonction, c'est tout simplement d'avoir de l'optime au niveau temps d'exécution, processeur, RAM. On gagne sur tous les tableaux. Mais après, si tu n'as qu'un seul composant classe dans ton appli, en fait, c'est surtout utile pour tout ce qui est composants qui sont répétés sur l'écran. Là, tu vois, dans mon agenda, j'ai tous ces composants-là. Là, je pense que ça doit être un composant. Bon, bah ça, si c'était un composant classe, ça me détériorerait vraiment beaucoup mes perfs. Mais globalement, React 16 a introduit le fait de dire c'est quand même une bonne pratique que de se placer un maximum des classes et d'aller plutôt sur du composant fonction. C'est de la perf uniquement. Alors, je pense à la base, la perf est la première chose mise en avant. Après, il y a aussi, je pense, le fait que ça te force à pas trop planquer la poussière sous le tapis. Dans une classe, tu peux te démerder pour faire plein de choses. Stocker des variables de classe, machin, des variables d'instance, etc. Et le problème, c'est que assez vite, tu vas te retrouver à faire des choses qui vont pas forcément être élégantes, entre guillemets. Là où, dans une fonction, tu vas peut-être un peu plus te forcer à faire les choses correctement. Ou en tout cas, à extraire, parce qu'au bout d'un moment, ce sera plus trop lisible ou quoi que ce soit. Donc, tu vas plus avoir le réflexe d'extraire des choses, des fonctionnalités, etc. En tout cas, merci Ferzu pour ton abonnement. Ah ouais, merci. Pour ton Prime, ouais, très cool. Du coup, il reste plus qu'à dire le onChangeDate, c'est pas this.stateDate, mais setDate. Et alors du coup, c'est pas date qu'il faut appeler parce qu'on va encore avoir du télescopage, mais pickerdate. Hop, setDate, pickerdate. Hop, je sauvegarde. Et le this handle resubdate, pareil. Alors là, on peut lui passer directement handle resubdate parce que, encore une fois, tout à l'heure on parlait des this et des bind this et de tous les trucs partout là. Storage date, qu'est-ce que j'ai dit n'importe quoi? J'ai fait n'importe quoi. Ah oui, storage date. Qu'est-ce que j'ai foutu? Non, c'est stored date. Merci pour ta vigilance, Pascal. Tout à fait. De toute façon, il me l'aurait dit assez rapidement. Oui, tout à l'heure on parlait des this et des bind this. Là, c'est un des gros avantages de quand on passe en fonction, c'est qu'il n'y a plus de this. Donc on se prend plus la tête à se dire ah oui, mais alors du coup c'est this machin, mais alors est-ce qu'il faut bind this, il faut pas bind this, il faut faire une closure, il faut pas faire de closure, on sait rien. Quand on est en fonction, comme il n'y a plus du tout tous ces sujets-là, on n'en a plus rien à péter. Et ça passe tout seul, dans le sens où comme on se pose plus la question, là vous voyez j'ai déclaré je vais y arriver. J'ai déclaré ma fonction dans mon contexte, donc tout ce que j'ai déclaré au-dessus de ma fonction va être disponible dans l'intérieur de ma fonction. Et comme c'est une fonction qui embarque son contexte, j'ai même plus à me poser la question de est-ce qu'il faut faire this, est-ce qu'il faut faire bind this, etc. C'est pas date, ligne 39, dit-il. Set stored date. Si, c'est tout à fait possible. Parce que là, je discute en même temps et je réfléchis pas. Effectivement, set stored date parce que dans l'algo, on remplace la stored date par la date. Ok. Alors, je vérifie juste que ça compilouche et que ça a l'air de faire ce qu'il faut. Paramètres, hop, donc là, tout va bien. Mon resub, c'est le 26 septembre et je voudrais qu'il me prévienne à 8h du soir. Hop, je définis un rappel. Ok, écoutez, ça a l'air d'être bon. Pourquoi j'ai un console log nul? J'ai envie de dire, bonne question. Console log nul. Les tokens. Ça doit être les tokens. On va dire que c'est les tokens. Tout simplement parce que, oui, c'est ça. C'est le FCM token. Tout simplement parce que je n'ai pas de FCM token. Je suis sur un simulateur, je ne peux pas lui envoyer de push notification. Parce que c'est pas un vrai téléphone.
Pourquoi tu as un console log déjà? C'était pour voir des trucs. Après, une bonne pratique, c'est effectivement de dégager tous les console logs. Euh, c'est c'est pas génial. Je le ferai avant de soumettre une version. Dans handle resubdat machin, ouais, ok, tu resets la même valeur sinon. Oui, tout à fait, effectivement. Salut Pascal, à la Merci, bon prochaine. après-midi, Pascal. Ben, je vais arrêter là. Écoutez, les amis, on a rempli le contrat. Qu'est-ce qu'on a fait? Hop, voilà ce qu'on a produit, hein. Je vous montre. Dans le header, ah bon, on a viré juste du code mort. Dans Home, on a changé le composant stateful en stateless. Pareil pour Programs, pareil pour Programs Details. On a buté le code mort de SupportUs. On a ajouté, alors dans User, du coup, Component ne sert plus à rien. Il est importé pour rien. Je sauvegarde. Ok. Eh ben, je vais faire mon commit. Et ben, on sera bon. Accueil. Pourquoi c'est plus une maison là? Bon, je regarderai. J'ai fait de la merde, je pense. À un endroit. Eh ben, les amis, je vais vous laisser. Qu'est-ce qu'on a comme suite de programme? Je crois que dans l'agenda, le prochain rendez-vous, c'est la Conf Apple. Ouais, la Conf Apple à partir de 19h, qui est couverte du coup par Nelliger et Cédric. On va voir si iPhone 12 ou pas. Si si MacBook ARM ou pas. On va voir toutes ces choses-là. La semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine, on sera le 22. Le 22, pas d'émission, parce que j'ai un rendez-vous business que j'ai pas pu décaler. Donc je ne serai pas disponible. Mais je vous revois dans 2 semaines. Et ben merci à tout le monde d'être passé. Merci à toi, Florent, d'être venu m'épauler. Mais avec grand plaisir. Et bon après-midi à tous. Bye. Ciao, ciao tout le monde, bon après-midi.